rendu à 3. 6 par jour. J'en prenais 7 ou 8 par jour. Puis j'avais le goût de mourir, vraiment. J'en prends 8 par jour, je passe pas de quoi de fort. Au moins 10 par jour. J'en ai une dizaine de sortes à prendre. Il a dit avec ça, je pourrais ressembler un cheval. Je suis à peu près une dizaine de médicaments par jour. J'en ai 15 par jour à prendre. Un paquet, ça peut aller jusqu'à facilement 15-20 par jour. J'en avais tellement, j'en avais 24. Oh, j'ai vu 25, 26, 27 comprimés par jour, facilement. Je trouve même là, j'en ai pas assez. Emma Rose dort. Elle se repose. Elle est chanceuse car elle n'a pas besoin de pilules pour dormir. Ça viendra plus tard, car au Canada, c'est au Québec qu'on prend le plus de pilules pour combattre l'insomnie. Par contre, elle bougonne un peu. Elle est parfois agressive. Est-ce normal ou s'agit-il des premiers symptômes d'un problème plus grave? Des chercheurs affirment qu'un enfant de 3 ans sur 3 est irritable, montre des signes d'hyperactivité. Le tiers des enfants aurait besoin d'être traités le plus rapidement possible. Emma Rose peut dormir tranquille. Car si elle déprime à 4 ans, angoisse à 5 ans ou devient anxieuse à 8 ans, des médecins attendent que les résultats des recherches pour pouvoir lui prescrire le bon médicament. Si on montre une efficacité de certains produits pour les symptômes anxieux et dépressifs qu'on peut vraiment bien observer à 8 ans ou à 7 ans ou à 9 ans, si on montre un produit qui est démontré efficace dans différentes études, je vais le prescrire. Et pourquoi pas, docteur, à 3 ans, 4 ans, 5 ans si la recherche le prouve? Ou encore, imitons les Britanniques qui prescrivent des antidépresseurs à des enfants de 8 ans. Au Québec, on attend à 12 ans pour l'instant. Nous verrons plus tard comment se font les recherches. Ce qui est clair, c'est que les pilules entrent de plus en plus tôt dans la vie des enfants. La surprescription en matière de petite enfance, ça nous ramène en plein dans la face. Ça nous ramène en plein dans la face la manière dont on s'occupe et qu'on entoure nos enfants. On ne veut pas voir souffrir nos enfants non plus. On ne veut pas. On va donner quelque chose. Regardez le Ritalin depuis les dernières années. Le Québec était la province qui prescrivait le moins de Ritalin. Elle est maintenant parmi celles qui en prescrivent le plus. Si on ne traite pas ces enfants-là, on laisse se développer des conséquences qui sont vraiment dommageables à long terme. Il est vrai que des enfants en ont besoin, mais il est vrai aussi que des milliers d'enfants n'en ont pas besoin et s'en font prescrire quand même. Pourquoi? Parce que des directions d'école décident de jouer au docteur. Bien ça, j'ai vu ça, hein. Les parents se font dire, si de votre petit, vous n'allez pas voir le docteur, il n'est pas sur le Ritalin, il ne rentre pas dans la classe. Parce que des parents veulent des enfants parfaits, des enfants calmes et performants. Il ne faut pas non plus minimiser le fait que parfois ce sont les parents qui demandent la médication parce que ça simplifie les choses et qu'on cherche des réponses rapides et qui évitent parfois de se questionner sur la façon dont on pourrait répondre autrement aux besoins de cet enfant-là. Vous avez des enfants qui sont juste tristes, qui sont malheureux, qui ont perdu leur père, leur mère, qui n'ont pas de discipline à la maison. Ils ne les connaissent pas. Les parents n'ont pas autorité sur eux parce qu'à l'âge de 2-3 mois, déjà, ils n'ont pas passé assez de temps avec eux, donc ils n'interviennent pas assez et qui se retrouvent dans un chaos total et à qui on donne des pilules pour soulager la maladie sociale et familiale. Lauriane et Jean-Simon sont des enfants du Ritalin. Ça m'a vraiment aidé au début parce que la dose n'était pas vraiment forte. J'étais là à cool, hein. J'ai juste besoin de prendre une pilule puis je reviens normal comme tout le monde. J'ai pas de tout le temps en train de bouger, des tics puis des affaires la même. On donne du Ritalin comme jamais au Québec. Peut-on alors se demander quels sont les effets de ce médicament surnommé la cocaïne des enfants? Donner un produit à un enfant de 7-8 ans, est-ce que ça l'expose à devenir toxicomane? C'est l'inverse. On a un bon pourcentage de personnes qui viennent ici qui, effectivement, ont eu du Ritalin lorsqu'ils étaient jeunes. C'est beaucoup plus facile d'oser prendre une pilule que d'oser prendre une poudre qu'on va inhaler ou qu'on va devoir faire ramener à sa forme liquide pour se l'injecter. C'est beaucoup moins sympathique. Alors qu'une pilule, c'est tout à fait
Pour un jeune, c'est acceptable. Là, c'est là qu'il m'a prescrit des Seroquel, de l'Épival, parce qu'il disait que j'étais bipolaire. Mais dans le fond, c'est parce que je jouais une game avec lui. Là. Puis c'est ça, des Concerta encore, des Remeron. J'ai pris du Ritalin, du Rivotril, du Celexa, puis du Seroquel. Il s'agit d'un médicament contre le déficit d'attention, de calmants, d'antidépresseurs et d'antipsychotiques. Je manipulais mon médecin pour avoir plus de médicaments. Dans le fond, tu t'inventes des paranoïas, là, puis t'as juste à le manipuler de même. Lui, il va checker dans son gros livre, puis il va dire « Bon, mais toi, t'es un gars des troubles d'anxiété. » Là, il va t'écrire ça sur un petit papier. Il va dire « Voir la pharmacie, merci, bonsoir. » Toi, dans le fond, c'est quoi que tu voulais te geler? Pas être conscient de rien? Non, pas vivre rien, pas vivre de feeling, pas vivre de sentiments. Pourquoi? Je me sentais pas bien là-dedans. J'en avais jamais vécu dans mon enfance à cause de mes Ritalin. Moi, je trouve pas que les jeunes qui prennent des médicaments s'améliorent la qualité de vie. Ça rassure. Ça rassure les parents, ça rassure les médecins, ça rassure les thérapeutes. À 7 ans, Élisabeth commence à avoir des problèmes à l'école. Difficultés de concentration, stress, peu d'estime de soi. Les parents consultent, suivent un plan de match élaboré par des spécialistes. Mais les problèmes d'Élisabeth persistent et le médecin suggère qu'elle prenne un médicament. Le médecin me dit, en me rassurant, mais ça sera pas du Ritalin. Ce serait plutôt du Strattera. Et puis, en arrivant à la maison, j'ai fait des recherches sur Internet à savoir c'est quoi ce médicament-là. C'est là que j'ai trouvé des mises en garde, juste en tapant le nom du médicament, des mises en garde aux États-Unis, en Europe, pas grand-chose au Canada, que des enfants ayant pris ce médicament-là avaient fait des tentatives de suicide, puis même qu'il y en avait qui avaient réussi à se suicider. Mais moi, ma fille ne se suicidera pas parce qu'on a pris un médicament pour le stress. On va faire de la relaxation puis de la méditation. Donc, nous avons des enfants stressés, angoissés, hyperactifs, anxieux avec déficit d'attention, des bipolaires à 12 ans, des déprimés à 8 ans, des enfants qui développent des maladies jusqu'ici réservées aux adultes. On ne peut pas imaginer la charge que ça peut représenter pour un enfant qui est en train de vivre son Édipe, d'aimer son père, d'aimer sa mère, de se sécuriser dans sa maison, de vivre une séparation à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est une contrainte psychologique énorme. Il y a des adultes qui paniquent juste parce qu'ils ont à déménager. Pouvez-vous imaginer? On ne peut pas encore collectivement imaginer ce que ça peut être pour un petit bout de chou de 2, 3, 4 ans de voir que ses deux parents ne s'aiment plus, ne vivront plus ensemble. On ne se demande pas quel est le problème réel de nos enfants, on se demande plutôt quoi leur donner comme pilule. Avoir plus de 65 ans, c'est l'âge d'or, mais c'est aussi une mine d'or pour l'industrie. Le cœur, les poumons, les reins, les maladies chroniques, le cancer. Les pharmaciens se battent entre eux, se volent des contrats d'exclusivité pour la vente de pilules dans les résidences de personnes âgées. Une enquête récente montre que des pharmaciens ont offert des cadeaux, des avantages, des escomptes aux propriétaires de ces résidences. Mais est-ce que c'est parce qu'on est vieux qu'on a besoin d'autant de médicaments? L'ancienne ministre de la Santé, Lucienne Robillard, disait dans les années 90 que 10 à 15 des hospitalisations de personnes âgées sont dues aux médicaments. Et non seulement ça, mais le Dr Tandwin de l'Université de McGill a fait une étude dans les années 90 qui montrait que 45 des prescriptions, des ordonnances de médicaments pour les personnes âgées étaient inadéquates ou dangereuses. Des cas de surmédication, ça arrive, puis là, je vais vous citer un gériatre qui a déjà donné une formation à laquelle je participais et qui a dit d'emblée, chez les patients âgés, là, les patients gériatriques, là, donc 80 et plus, là, qui ont toutes les particularités de la vieillesse, quand il y a un problème, c'est un médicament. On l'enlève. Parce que souvent, la raison de prescrire passé 80 n'est pas la même qu'à 40 ans. Les benzodiazépines, non, c'est de l'alcool en comprimé. Les antidépresseurs, c'est différent. C'est pour ça qu'ils disent, en haut de 60 ans, il y a une mise en garde du Collège des médecins, allez pas donner du Rivotril et puis de l'Ativan aux personnes en haut de 60 ans, ils viennent toutes mêler. Ce sont des médicaments qui ont beaucoup d'effets adverses. Donc, ça m'a étonnée. Maintenant, je suis comme habituée. Ça fait 3 ans que je suis ici. Puis, mais au début, pour moi, c'était comment ça fait que tout le monde sorte d'un médecin famille avec un antipsychotique ou un antidépresseur. Claudia Fentanes a pratiqué la médecine en Argentine.
Depuis son arrivée au Québec, elle gère les pilules dans une résidence de personnes âgées. C'est un cercle vicieux parce que pour éliminer les effets secondaires d'un, on est obligé de nous donner un autre médicament pour ne pas connaître d'autres complications, qu'on puisse avoir une vie assez confortable. Je trouve que les gens prennent beaucoup de médicaments ici. Oui. 4h moins quart. Avez-vous quelque chose à prendre? Non, à 6 heures. Je l'ai pris à 2 heures. Maintenant, je suis à 6 heures, je suis correct. Il me reste encore 2 heures. 2 heures et quart. Numéro de la chambre, matin, midi, souper, coucher. C'est incroyable. Je suis ici du lit autant que vous qui travaillez. Moi, les piluliers, là, comme il y en bas, non. Ça va pas. Parce que, c'est pas, j'aime pas ça, ces affaires-là, moi. C'est comme si, on dirait, t'es pas capable de gérer tes affaires. Moi, là, je suis encore capable, je sais pas. Je suis assez lucide pour savoir qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas. C'est très important d'arrêter puis voir que la personne avale les médicaments. Parce que quoi, il y en a qui... non? Non. Qui vont les cacher, qui vont les jeter. Oui. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes âgées qui ne veulent pas prendre des médicaments. Je peux pas croire que je suis obligée de vivre avec juste des pilules, puis mettre des gouttes ici, puis fais ci, puis fais ça. C'est frustrant. Moi, je suis capable encore d'aller danser, de prendre l'autobus au coin de la rue, puis d'aller danser, là. Je suis capable de prendre des pilules. Je vais avancer mon médicament. Je vais le prendre vers 9 heures pour qu'il fasse effet, pour que quand j'embarque sa piste de danse, je sois capable de continuer avec les autres, que j'ai l'aide aussi bien que les autres. Les médicaments sont bien sûr utiles et peuvent sauver des vies. Encore faut-il savoir ce que l'on prend, pourquoi on les prend et quels sont les effets secondaires. Si on peut mesurer avec précision le taux de sucre dans le sang et le niveau de cholestérol, on ne peut pas en faire autant avec la dépression. La tentation est grande de rapidement donner une médication avec une étiquette diagnostique en oubliant que les symptômes auxquels on fait face, que ce soit l'anxiété, comme vous le disiez, la dépression, l'agitation, le manque de concentration, ne sont pas forcément des symptômes d'une pathologie, d'un trouble. La tristesse, la peine d'amour, maintenant, sont considérées à toute fin pratique comme des dépressions. Le blues de l'hiver, c'est pas véritablement ce qu'on appelle une dépression. Et puis, on préconise, évidemment, de le soigner avec des antidépresseurs. Il se mange de l'antidépresseur au Québec et de l'anxiolytique, les fameuses benzodiazépines, comme ça se peut pas. Paul, c'est épouvantable. C'est des bonbons. Il m'a dit que le boss est stressant matin. Comment ça? On n'a pas du monde. Voyons donc, il est super fin. Je veux faire attention, moi j'ai tendance à engraisser. Franchement. Je surveille aussi mon cholestérol, pas tout le monde, hein. C'est pas facile de manger santé. Là. Ah, ça là, c'est pour les palpitations cardiaques. Savais-tu ça, toi, que c'est un symptôme de préménopause? Je suis pas rendue là. As-tu un chance? Parle-moi-en même pas. Je m'énerve. Chance que j'ai ça. Je vais pas y penser. Ah, ça c'est pour contrer les effets secondaires de mon antidépresseur. Es-tu déprimée? Non, pas tant que ça. Ça va être pour plus tard. C'est pour dormir ce soir. Veux-tu une pomme? Ah non, merci. J'ai toutes mes vitamines là-dedans, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai tellement mal au dos. Ah, phew. Attends, c'est ça ton lunch? Ben non! C'est ça. Oh, t'en voudrais-tu une? Me semble que ça te ferait du bien. Ah, oui. Tiens, ouvrons la porte d'une pharmacie maison. On y voit des produits de base classiques et plusieurs bouteilles de comprimés. Tout à fait normal, il y a plus de 400 millions d'ordonnances au Canada pour 32 millions de citoyens. Ouvrons maintenant la porte de la pharmacie du Québec. On y retrouve entre 4 et 5 milliards de dollars de médicaments. Les plus vendus, tout ce qui entoure les problèmes cardiovasculaires, la santé mentale et la dépression. En 10 ans, le coût du régime d'assurance médicaments est passé de 1,3 milliard à 3,1 milliards de dollars. Les ordonnances, tenez-vous bien, il y en a eu 107 millions l'an dernier pour 3 millions d'usagers. Ce qui veut dire qu'en moyenne, chaque Québécois avale 750 pilules par année. Au Québec, on a dit au monde, non, vous n'êtes pas malheureux, vous n'êtes pas foqué, vous êtes déprimé et nous avons la solution miracle, l'antidépresseur. Hey, évidemment, ça marche pas. Je vais dire un gros mot, je prends un risque, mais les compagnies pharmaceutiques, là, c'est des pushers, des dealers aussi, là.
Raymond a 54 ans. C'est un bipolaire. Il prend 10 médicaments par jour pour l'aider à fonctionner. Ça, c'est justement ça. C'est la liste de tous les médicaments que je prends. OK. Puis je reçois chaque semaine une dosette comme ça. J'ai mes médicaments du matin, du soir, du souper et puis du soir. Et puis en plus, j'ai 2 autres types de médicaments. Un contre mon anxiété, contre ma nervosité. Et puis j'ai aussi c'est parce que je fais de l'arthrose aussi. C'est on peut dire que c'est du Tylenol, 625 mg de haute, sous prescription seulement. Huguet travaille dans une usine, parfois le jour, parfois le soir, parfois la nuit. Difficile pour lui de bien dormir. Quand je travaille de nuit, je prends une certaine médication, du Seroquel, 100 mg. Puis ça me fait complètement ça m'apaise, ça m'enlève, ça m'assomme complètement. Depuis des années, il combat son état dépressif. Je dormais plus, ça faisait 15 ans, mais là, c'était comme chronique, c'était empiré encore. Le moteur de ma dépression, c'était l'angoisse en dedans, là. Générée par non, il n'y a rien qui m'angoisse, sauf que j'ai une grosse boule d'angoisse, puis elle me tient réveillé. Fait que pas drôle de vivre comme de l'anxiété, mais je sais pas pourquoi, ça va pas bien. Jason a 21 ans. Il a consommé toutes les drogues que l'on peut imaginer. Il a remplacé le pot, le hash, le speed, la cocaïne et le crack par des antidépresseurs prescrits par son médecin. J'étais rendu pas mal agressif envers ma mère, ma famille, puis disons que ma mère m'a mis au pied du mur, tu sais, elle m'a mis dehors une coupelle de temps. Au début, j'étais fâché, mais à cette heure, je la remercie bien gros parce que check, à cette heure, je consomme plus, puis il me semble que j'ai plus de sens, il y a plus de sens à ma vie et tout. Vous prenez du Rivotril? Rivotril, oui, je prends du Rivotril. C'est pour vous coucher? Rivotril, je ne sais même plus exactement pourquoi que c'est. Attendez, vous prenez du Rivotril, mais... Mais je me rappelle pas pourquoi ils me l'ont donné. Ils m'ont donné ça à un certain moment donné, du Rivotril, et puis je vais le prendre depuis ce temps-là, sans savoir. Il y a beaucoup de médicaments là-dedans que je ne sais pas pourquoi que je les prends, là. Du Zyprexa, savez-vous pourquoi vous le prenez? C'est un antidépresseur. C'est un stabilisateur d'humeur aussi. L'an dernier, la compagnie Lilly a versé près de 1 milliard de dollars à des patients qui avaient pris du Zyprexa et qui sont devenus diabétiques. Le bromazépam, ça, c'est le nouveau, ça? Bromazépam, ça, c'est ce médicament-là que je prends au besoin. C'est un médicament contre l'anxiété, contre la nervosité. Aussitôt que j'ai commencé mon Serzone, là, j'ai tombé. Ça a été bien vite. Le Serzone a été retiré du marché en 2003. Ce médicament provoquait des effets secondaires très graves au foie, nécessitant dans certains cas une transplantation. 10 millions de dollars, c'est le montant payé par Bristol Myers Squibb pour compenser les victimes. Plus le Serzone, j'avais mon somnifère qui me donnait, de l'Imovan. J'avais peur avec le Serzone. Là, à ce moment-là, il m'a changé, il m'a donné du... pas du Rivotril, du Paxil. Le fameux Paxil très commercialisé, ça marche à peu près pour tout le monde, mais moi, ça n'a pas marché. Je prends un Paxil. Le Paxil peut provoquer chez les adolescents une augmentation du risque suicidaire durant les 2 premières semaines de la prise du médicament. Puis 2 Wellbutrin. Puis le Désirel, ça, c'est juste quand j'ai de la misère à dormir, mais c'est rare, j'en prends. Donc, on va embarquer Désirel, plus Paxil, plus le Rivotril. Ça n'a pas marché non plus. Ça n'a pas marché, ils m'ont gommé dur. Là, ils m'ont rajouté du Zyprexa. Ils m'ont rajouté, j'ai eu de l'épival
pour les épileptiques, pour me stabiliser. Ma vie est plate. C'est une vie... c'est toujours la même chose, la monotonie, là, toujours d'essayer de ne pas oublier mes médicaments. Ça, je les oublie souvent aussi. Ça, c'est un problème. S'il y avait des services dans la communauté, bien, on n'attendrait pas que le patient pète les plombs, puis que là, c'est de l'armada qui arrive pour sauter dessus puis le rentrer à l'hôpital. Nous répondons à un appel d'urgence. Un homme est barricadé dans son logement. Il est connu pour ses problèmes psychiatriques. Coudonc, il y a combien d'autos de police ici? Quand les premiers paramédics sont arrivés sur les lieux, on a essayé de discuter avec lui pour essayer de créer un contact humain. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il a arrêté de nous parler. Donc là, les policiers n'ont pas eu le choix de forcer l'accès au domicile. Après ça, on a réessayé encore de parler avec, mais il était vraiment devenu plus agressif. Son comportement avait changé. Le problème de ces gens-là, souvent, c'est que les médicaments ne sont pas contrôlés. Généralement, c'est assez rapide le retour à domicile, parce qu'ils ne peuvent pas les garder indéfiniment non plus. On peut les transporter, je connais des gens qu'on transporte 1-2 fois par jour au centre hospitalier. Donc il y a certaines personnes qui peuvent avoir 300 transports, 365 transports dans une année, justement, à cause de ça. Vous savez, quand on a décidé de désinstitutionnaliser le patient, on a toujours dit que l'argent va suivre le patient. Il était démontré clairement par le vérificateur général que l'argent n'a pas suivi le patient. Donc, on les a sortis, puis on s'en est préoccupé. Il y a des fois, je suis complètement neutre. Un accident devant moi, ça me ferait rien. Quelqu'un qui va se faire poignarder, ça me ferait rien. Je suis complètement neutre. J'avais une obsession dans ma tête, c'était d'aller tuer mon père. Je me lève, je m'en vais dans la cuisine, je prends le premier couteau qui m'est venu dans la main. Puis dans mon idée, c'était pas... J'avais pas dans l'idée de poignarder puis tout, mais c'est ce qui m'est venu dans la main. Puis malheureusement, ce jour-là, il était étendu sur son lit, puis j'ai commencé à le poignarder. Je vais faire ça, moi. Puis là, ma mère a appelé la police. Ben, ma mère était dans la maison. Elle est venue voir dans la chambre. Là, elle a vu ce qui se passait. Puis elle a appelé le 911. Puis là, j'ai pas arrêté, moi, jusqu'à temps que les policiers sont arrivés. Là, quand j'ai vu la première policière, c'est une policière qui m'a dit lâcher le couteau. Ils m'ont mis des menottes. Puis le juge a cru que quand j'ai commis cet acte-là, j'étais pas dans un état normal, j'étais malade. Puis j'ai été acquitté pour troubles mentaux. Il a vu que j'avais des symptômes de schizophrénie, paranoïa, puis délire religieux, tous des trucs de même. René Bilodeau a passé 18 mois à l'Institut Pinel, puis séjourné en maison de transition pour finalement retrouver sa liberté. 15 ans après le meurtre de son père, René Bilodeau doit prendre des médicaments pour éviter d'entendre ces voix qui ont fait de lui un tueur. C'est 2 antipsychotiques. J'ai de l'acétylazine. Ça, c'est des 5 mg. C'est pas un médicament puissant. C'est pas un médicament puissant. Puis j'ai le Nasinant. Ça, c'est un autre antipsychotique. Celui-là est encore moins puissant que celui-là. Mais lui, il va m'aider à dormir. Ça me garde de bonne humeur. Ouais. Hypothèse. René arrête de prendre ses 2 pilules. La jungle, là, je parle, là, celle-là m'empêche. Tu sais, je dormirais très mal. Fait que j'aurais les mêmes symptômes de quelqu'un qui dormirait pas. Quelqu'un d'insomniaque, là. La bleue, ben celle-là, là, si je considère le délit que j'ai fait, ça évite peut-être la mort de quelqu'un. Les médicaments permettent à Huguet, Raymond, Jason et René de fonctionner, de rester vivants et d'avoir une vie.
ou dans le fond un semblant de vie parce que les effets secondaires sont nombreux et qu'ils sont accros à des pilules qu'ils ne peuvent laisser tomber. C'est des médicaments qui me rendent... je suis zombie, là. Je me sens... je réalise pas. Il y a bien des choses qui se passent autour de moi, je réalise pas. Tant que l'effexor n'a pas rentré dans ma vie, j'étais zombie. Quand je me lève, je me sens pas mal zombie, là. Je me lève, puis ça prend peut-être 3-4 heures avant que je sois réveillé bien comme faut. La vie mérite pas d'être vécue sans ça. J'ai trop peur. Je me sens moins confus. Mais... un blanc de mémoire. Mais c'est vrai qu'on est des cobayes. On n'a pas le choix parce que... peut-être que... moi, je trouve qu'il y a bien des pilules qui se ressemblent. Dans le fond, c'est une dépendance. Sauf que moi, je suis pas accro à ça, mais c'est sûr qu'il m'en faut. C'est dur à dire, comme... moi, dans le fond, dans ma tête, je veux pas être accro à ça, sauf que, tu sais, psychologiquement, j'en ai besoin. Les compagnies veulent absolument nous vendre des pilules. Ça tombe bien. Nous en voulons. Ben, je prends des pilules pour dormir, puis je prends quelque chose pour les nerfs. Une grosse qui fait tout. Tout l'ouvrage de tout. Ça, j'aimerais ça. Avez-vous des douleurs? Quel genre de douleur musculaire? Bien, la douleur musculaire, c'est surtout au niveau de l'épaule. Le doigt, le dos. Il n'y a pas d'effet secondaire, à moins que vous soyez allergique au lait. En arrière de la tête, le cou, partout. Vous prenez comme ça. Juste vous reposer un petit peu, puis on s'en va dans 10 minutes à peu près. Il me semble que j'ai pas mal au pouce, là, au doigt. Mais fuck, là, puis je la sens moins. J'en reviens pas moi-même, là. Je suis surpris. À ce point-là? Oh, oui, oui, je vous le dis, là. Je vous parlais tantôt, puis j'avais vraiment mal. On voit que ça s'attire moins, là. Je suis impressionné parce que des médicaments, gars, j'en ai essayé, puis jamais rien. Un vrai miracle. Mon Dieu Seigneur, de ce côté-là. Ben, merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. OK, au revoir. Eh bien. Ces compagnies mettent de l'argent partout. Un congrès de la FEAS. Par-ci, un colloque de médecins. Par-là, elles financent même des sites web d'associations de malades. Alors pourquoi choisir la FEAS? Parce que ce sont les femmes qui influencent toute la famille en matière de santé. C'est pas la première fois depuis 3 ans que beaucoup de compagnies pharmaceutiques et non pharmaceutiques qui contribuent à s'associer au partenariat avec la FEAS. On discute avec les gens de la FEAS, voir leurs besoins, voir des problématiques de santé parce que nous opérons dans le domaine de la santé et nous aimerions sensibiliser sur certaines maladies. Il y avait le diabète auparavant, il y avait différents types de cancers et aujourd'hui c'est l'arthrite rhumatoïde. Pourquoi avoir choisi comme thème l'arthrite rhumatoïde? Nous sommes un acteur dans le domaine de l'arthrite en général. Est-ce que par le plus pur des hasards, Bristol Myers Squibb prépare un nouveau médicament contre l'arthrite? C'est des médicaments biologiques qui ne sont pas des chimiques. Ce sont des médicaments qui sont extraits de protéines. Et nous aussi, on est un des acteurs. C'est le premier médicament qui a été développé à travers le monde par la compagnie Bristol Myers Squibb. Sans doute une coïncidence, M. Barakat était inscrit au registre des lobbyistes pour faire pression afin d'ajouter un nouveau médicament contre l'arthrite, Orencia, sur la liste des médicaments remboursables par le gouvernement. Regardons cette fois le site Internet de Diabète Québec. Cliquons sur lien utile, puis sur compagnie pharmaceutique. Et nous voilà en lien direct avec les compagnies pharmaceutiques, une autre façon d'influencer le patient. On va même jusqu'à utiliser des malades pour pousser le gouvernement à inscrire un produit sur sa liste des médicaments remboursables, surtout quand la décision ne vient pas assez vite. Il y a des associations de malades qui sont subventionnées par l'industrie, on le sait, sans le savoir, sans que ça soit officiellement connu, on sait que c'est un peu comme ça. Expliquez-moi ça. Ben, en fait, il peut y avoir, par exemple, un lobby pour un médicament donné et qui affecte un groupe de malades, qui a une association, ou des fois l'association se forme spontanément, si on pourrait dire. Et donc,
par cette association de malades-là, on véhicule évidemment notre insatisfaction envers le Conseil sur une décision du Conseil ou du gouvernement, si on veut le prendre au sens plus large, le ministre de la Santé. Et donc, c'est jamais l'industrie, ou l'industrie n'est pas officiellement impliquée dans un dossier comme ça, mais on sait très bien que c'est le même message qui est transporté par des malades ou leur famille, donc un peu plus de crédibilité auprès de la population. C'est une technique utilisée aussi assez fréquemment. En bout de procédure, M. Arcan, la personne qui sera blâmée ou l'organisation qui sera blâmée pour la non-disponibilité du produit, vous savez très bien que ça va être le gouvernement. Il y a des patients qui ont besoin de pilules et des pilules qui ont besoin de patients. Malade ou non, vous avez droit à votre pilule. Exigez-la. Mon chum, il a fini 3e de telle course la semaine passée. Il prend ça, c'est ça que je veux. Alors, on a un peu le même phénomène dans la vie courante, oui, effectivement. On voit des gens, le mari qui passe ses pilules à sa femme parce que là, il pense que ça pourrait lui faire du bien. Les gens s'auto-diagnostiquent un peu, entendent leurs voisins parler de ce qu'ils prennent et voudraient avoir les mêmes bénéfices et demandent la même chose alors que ce n'est pas nécessairement approprié. Les gens adorent prendre quelque chose qui vient de l'extérieur pour rentrer dans leur corps et c'est une solution rapide, minute, comme d'autres éléments de la société, mais qui, à mon sens, n'est pas une solution chaleureuse et profondément enrichissante pour l'être humain. J'ai quelque chose, j'ai mal là, donne-moi une pilule pour là. J'ai mal à la gorge, donne-moi une affaire pour ça. Et ça, il y a beaucoup d'éducation populaire aussi à faire à ce niveau-là. Les gens sont très exigeants, vous savez, et cherchent le miracle. La douleur, aujourd'hui, c'est inacceptable. Dans quoi que ce soit, il faut qu'on règle ça tout de suite comme ça. Le patient veut des pilules, il faut maintenant lui en vendre. L'industrie déploie son armée, des milliers de représentants envoyés par les compagnies pour convaincre et séduire les médecins. Nous l'appellerons François. Il est un des soldats de l'industrie, c'est un représentant pharmaceutique. Sa voix a été changée, son identité est protégée pour qu'il puisse nous livrer librement les secrets de son travail. Les compagnies pharmaceutiques analysent le profil psychologique des médecins. On a des formations qui durent plusieurs semaines, comment comprendre des études scientifiques, comment les interpréter, et comment en sortir les points qui favorisent plus le médicament de la compagnie pour laquelle on travaille. Mais aussi, avant tout, c'est pour augmenter les prescriptions par les médecins. Le copinage entre les compagnies pharmaceutiques et les médecins donne des résultats probants en termes du nombre de prescriptions écrites. Quand un médecin vous dit que ce que le représentant dit ne l'influence pas du tout, partez à rire. OK? Parce que les représentants, avec le matériel qu'ils ont, sont formés pour influencer les gens. S'il y a un médecin plus attiré par les femmes, entre nous, on discute, les représentants, et on envoie la belle représentante. Nathalie Lemoine, laboratoire Gomed. Ce sera pas long. Alors, ça, vous allez pouvoir regarder. C'est certain qu'ils vont toujours espérer que la représentante tombe sous leur charme, ce qui arrivera presque jamais, sauf que les prescriptions changent. Très charmant, Dr. Hébert. Merci. À lundi. À lundi. À Washington, les meneuses de claques d'une équipe de football le week-end deviennent des représentantes la semaine. Outil de base des représentants pharmaceutiques, la liste des médecins du Québec. Une liste complète entre les mains de toutes les compagnies avec nom, adresse, numéro de téléphone et profil de prescription. Les représentants savent donc avec précision ce que chaque médecin prescrit. Je vais vous montrer des documents qu'on a vus, puis vous me direz. C'est un genre de document. En général, M. Arcan, je vous indique que je ne regarde pas de documents. Non, mais vous allez voir, mais regardez, c'est pas un document, c'est des listes. Vous savez de quoi je parle. Je ne regarderai pas. Dites-moi de quoi il s'agit, je vais vous répondre à vos questions. C'est la liste des médecins de façon très précise. Médecin, adresse de la clinique et profil de sa pratique. OK. À chaque fois que les pharmacies achètent le médicament, ils demandent un remboursement au gouvernement, et c'est là que le gouvernement a toutes les prescriptions. C'est le système IMS, je suppose, dont vous parlez. Oui, ça existe. Comme vous le dites, c'est légal. Il y a une loi en 2001 qui a introduit la possibilité pour l'entreprise de posséder ces informations. IMS est une entreprise privée qui collecte les données et qui les vend aux compagnies pharmaceutiques. Le représentant sait à tous les 3 mois s'il a réussi ou non à influencer chacun des médecins ciblés.
Un véritable cadeau donné à la veille de Noël 2001. Ce projet de loi modifie la loi sur la protection des renseignements personnels du secteur privé afin de permettre à la Commission d'accès à l'information d'autoriser la communication de renseignements relatifs à des activités professionnelles tout en assurant la protection de la confidentialité des renseignements personnels concernés. Cette loi, c'est la clé pour la confection de la liste des médecins du Québec. L'enjeu est sérieux. Un vigoureux débat s'est engagé à l'Assemblée nationale. Y a-t-il consentement pour déroger à l'article 237 du règlement prévoyant un délai d'une semaine entre la présentation et l'adoption du principe du projet de loi? Consentement, est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que le principe du projet de loi numéro 75 doit modifier la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé? Est-il adopté? Adopté. Faut dire que quelques mois auparavant, en commission parlementaire, IMS avait pris un engagement formel. IMS ne diffuse cette information que sous forme de données regroupées, de sorte que les habitudes de prescription d'un médecin donné ne puissent être décelées. Sur le même projet de loi, M. le Président, en vous demandant le consentement pour déroger aux articles 22-230, passer au stade de l'adoption. Nos députés sont donc rassurés. Pas besoin d'un vif débat, il faut faire vite. Après tout, ce sera bientôt Noël. Consentement pour déroger à l'article 230. Est-ce que le consentement engage également pour déroger à l'article 22, puisque le projet de loi a été présenté après le 15 novembre? Consentement. Est-ce que des interventions sur le projet de loi numéro 75 doit modifier la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé? Est-ce qu'il y a des interventions? Alors, est-ce que le projet de loi numéro 75 doit modifier la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé? Est-il adopté? Adopté, M. le leader du gouvernement. Ça, c'est un profil là, que le représentant de Glaxo, Bristol, a entre les mains, puis il dit « Docteur Baudouin prescrit tel volume de mon médicament. C'est un médecin qui m'intéresse pas. » Ça veut dire que chaque médecin du Québec, à moins de se soustraire volontairement de la liste, puis ils sont à peu près 10 à le faire, est littéralement fiché. IMS ne diffuse cette information que sous forme de données regroupées, de sorte que les habitudes de prescription d'un médecin donné ne puissent être décelées. Yves Lamontagne du Collège des médecins me dit que IMS en sait plus que le ministère de la Santé sur les médecins. Et là, c'est pas un profil général d'une région ou d'un traitement face à une maladie. Chaque médecin, je sais par mois ce qu'il prescrit et avec quel volume, et je lui donne une cote pour savoir si oui ou non je vais le cibler. On les catégorise de D1 à D10. D1 étant un haut prescriveur et D10, c'est un faible prescriveur. Et on peut, par la suite, lorsqu'on se présente chez le médecin, savoir s'il prescrit plus notre médicament ou le médicament de la compétition. Moi, j'ai travaillé un peu partout au Québec, puis il y a des cliniques, c'est typique. Les techniciens nous le disaient, regarde, tel représentant est en ville, on le voyait tout de suite. La prescription venait de changer. Il est peut-être possible, suite à la présence du code postal, de reconstruire l'identité des personnes. Je sais, vous n'allez pas voir la liste, là, mais j'ai les noms des médecins avec l'adresse exacte, le nom de la clinique, c'est par médecin, c'est pas par clinique. Je suppose que les médecins acceptent, il semble assez facilement, d'être répertoriés de la façon dont vous le dites. Si j'avais des cheveux sur la tête, ils se dresseraient d'un coup. Mais vous m'apprenez quelque chose que je ne savais pas et que je trouve tout à fait aberrant. J'ai retiré mon nom de la liste de l'IMS. De savoir que les gens peuvent être en mesure de deviner mes réponses d'avance, pour moi, c'était suffisant pour ne pas participer à ça. Est-ce que vous accepteriez de voir votre profil comme ça? Écoutez, mon profil a peut-être été répertorié sans que je le sache. Je ne le sais pas, parce qu'il faut s'exclure du processus. Moi, je n'ai jamais donné mon consentement à être inclus dans ces questions-là. Je ne serais pas étonné qu'il y en ait plusieurs comme moi qui ignoraient ça. Moi, personnellement, comme professionnel de la santé, comme médecin, j'aurais une grande réticence à ça. On est exploité dans tout ça, finalement. Et nous, on se sert de nous pour faire un certain marketing. Puis nous, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On ne veut pas payer. Pourtant, 90% des médecins sont fichés. Ils reçoivent donc les invitations des compagnies. Ce n'est plus la glorieuse époque des croisières sur le bras et des voyages dans le Sud. Nouveau code d'éthique oblige. Mais il reste encore bien des moyens pour faire plaisir aux docteurs. La majorité de mes collègues préfèrent aller au souper financé par l'industrie pharmaceutique que d'aller se payer soi-même un souper entre amis. Aujourd'hui, lorsqu'on prend une addition dans un restaurant, il faut avoir 100 piastres par médecin. Sauf que si ça revient à 200, on rajoute des noms de gens qui n'étaient pas là.
Je connais des représentants qui jouent au golf avec des médecins la fin de semaine et que personne ne le sait, mais ils jouent au golf pareil. On va lui donner des montants pour son inscription dans un congrès international, par exemple, en Grèce ou à Rome. Les compagnies peuvent leur payer avion, hôtel, inscription. Mais aujourd'hui, les compagnies ne font plus aucune espèce de pression. Avec les modifications du RxMD, ils sont devenus même, je trouve, un peu puritains par nous. Le Nec Plus Ultra, les soirées de formation données par le médecin spécialiste à ses confrères généralistes dans les plus beaux restaurants du Québec. T'sais, il faudrait que finalement tout soit parfait, tout soit peu, qu'il n'y ait aucun aspect commercial. Et c'est exactement ce que les compagnies nous demandent, qu'il n'y ait plus aucun aspect commercial. La compagnie envoie un représentant qu'on dit spécialiste, donc qui s'occupe essentiellement des spécialistes et des conférenciers. Et lui doit orienter le meilleur conférencier pour pousser le médicament. Ceux qui sont les plus utilisés, ça peut aller de 50 000 à 100 000 $ par année. Donc, on influence l'influenceur. La crédibilité repose justement sur l'objectivité puis le dégagement vis-à-vis des compagnies pharmaceutiques. Puis, chose étonnante, ils ne nous demandent pas d'être partial. Parce que s'ils nous demandaient d'être partial, moi, je dirais non. S'il est trop impartial, on ne le rappellera pas. Mais s'il est impartial et, à la fin, il positionne le produit, il risque d'être rappelé. Je m'assure d'avoir une éducation médicale continue dans un cadre agréable. Je travaille fort, je travaille beaucoup, et je pense que c'est important que je reste à jour, puis c'est important que j'aille aussi des loisirs avec ma famille. Tout ça est faisable. J'ai pas besoin d'une tierce personne là-dedans. J'ai pas besoin de l'industrie pharmaceutique là-dedans. Je suis capable de tout faire ça sans l'industrie pharmaceutique. Si les compagnies qui inventent les médicaments dépensent des fortunes pour influencer les médecins, les compagnies qui copient les médicaments, les génériques, visent les pharmaciens. Et elles ont offert aux pharmaciens un véritable bar ouvert. On alléguait que plus de 85 % des pharmaciens propriétaires, dans la période visée de 2000 à 2003, auraient obtenu des genres d'avantages, commission ou ristourne. Du pilulier à la piscine, demandez et vous recevrez. Moi, j'ai vu des compagnies génériques avec des pharmaciens donner des systèmes de cinéma maison, des souffleuses s'ils atteignaient leur quota. Donc, ils les rencontraient dans un hôtel dans le sud en décembre pour leur dire au cours de l'année, si vous me transférez tant de médicaments empiriques ou d'origine à tant de médicaments génériques, vous allez avoir tout cet argent-là. On m'offre beaucoup de cadeaux. On m'en offre beaucoup. Je refuse obstinément tous les cadeaux. Les employés des compagnies, des fabricants de médicaments génériques allaient dans des centres d'achat ou des centres commerciaux, allaient acheter des certificats cadeaux. J'ai vu même des pharmaciens recevoir des bons d'achat allant jusqu'à 100 000 $. Si vous prenez un exemple de la Régie, dans les documents de la Régie, il est indiqué qu'il y a des certificats cadeaux de la Société des alcools du Québec. Alors, évidemment, j'imagine que c'est pour aller acheter des bouteilles de vin. Hein? Moi, je n'ai pas connaissance de ces choses-là. J'ai entendu des choses comme vous, là, mais j'entends les mêmes choses. J'entends ce que vous dites là. J'entends des gens comme vous qui me disent « Ah, ben les pharmaciens auraient reçu ceci, auraient reçu cela. » Moi, j'en connais aucun qui a reçu ceci ou cela. C'est ce qu'on lit, oui. Je voulais dire, c'est ce qu'on lit. C'est-à-dire, moi, les dossiers qui sont en cours, d'abord, d'une part, je ne peux pas en parler parce qu'ils sont en cours. Il y a une décision de la Cour suprême de rendu. La décision de la Cour suprême, malheureusement, là, je sais qu'il y en a eu une, mais je ne m'en souviens pas précisément. Alors, question de rafraîchir la mémoire de M. Dupré, la Cour suprême du Canada a ordonné aux compagnies génériques de fournir la liste de tous les pharmaciens et de tous les avantages qu'ils ont reçus. Oh oui, c'est sûr qu'on est informé, on est au courant, mais ce n'est pas les premiers dossiers dont on s'occupe. On ne serait pas allé jusqu'en Cour suprême, parce que je ne sais pas si vous savez comment ça coûte aller en Cour suprême, puis encore comment ça coûte se retrouver en Cour supérieure contre des compagnies qui pourraient nous acheter puis nous revendre à crédit à peu près 100 fois là, chacune. Donc, ça coûte une fortune. Donc, il y a certainement matière à enquête. Un système simple. Le pharmacien se voit offrir des ristournes par 4 ou 5 compagnies qui fabriquent le même médicament. Il accepte la meilleure offre et nous invite à opter pour le médicament de cette compagnie. Tout le monde y gagne. C'est moins cher pour nous et c'est surtout plus payant pour lui. Il y a des pharmaciens qui ont publié des lettres aux lecteurs affirmant avoir reçu 30 %. Ça c'est vraiment pas nous, c'est eux qui le disent. S'ils le disent, j'imagine que c'est vrai. Jusqu'à probablement 40 %, là, dépendamment de la molécule, dépendamment du fabricant. Il y a toutes sortes de variables, puis dépendamment du volume aussi, nécessairement. Si vous présentez à la pharmacie une journée,
avec votre ordonnance, puis le pharmacien vient vous voir, M. Arcan, voulez-vous le générique? Sûrement, vous allez être content parce qu'il va peut-être vous coûter 5, 6, 7, 8 $ de moins que le médicament original, mais sachant que c'est peut-être parce que le pharmacien s'achète une piscine ou s'achète les exemples que vous me donniez tantôt, je suis pas certain que vous allez apprécier ça. Le gouvernement a choisi de légaliser les ristournes jusqu'ici interdites avec des critères et un plafond de 20 %. Quant au syndic, va-t-il vraiment poursuivre 85 % des pharmaciens propriétaires du Québec? Du côté du médecin, il est bombardé littéralement d'informations qui ne sont pas toujours pertinentes. C'est le jeu du marketing. Le représentant arrive et nous jure, avec toutes les études à l'appui, que cette nouveauté est bien meilleure que l'autre qu'elle veut détrôner. Donc, on positionne un nouveau médicament. On fait une étude pour montrer qui est non inférieur. Mais ça ne montre pas qui est supérieur. Moi, qui ai évolué dans des milieux universitaires pendant au-delà de 20 ans, qui ai suivi des séminaires pour apprendre à déchiffrer la littérature médicale, j'ai encore de la difficulté, quand on me présente un résultat d'analyse, à me faire une idée claire et nette, est-ce que ces résultats-là sont valables? Et il m'est arrivé assez régulièrement de sortir d'une conférence en me disant « Hey, c'était intéressant », et là, de montrer ces données-là à des collègues à moi qui s'y connaissent beaucoup plus et qui me détruisaient cette étude en l'espace de 5 minutes pour me dire « Écoute, il n'y a rien de valable dans ça ». Il y a sûrement des médecins qui se font passer des vitres par les représentants. La plupart de ces études-là, quand ils favorisent nos médicaments, ils sont payés par l'industrie. Ils sont payés par notre entreprise ou des centres de recherche. C'est bien beau d'apprendre les médicaments au moment où on est formé, mais il y en a d'autres qui vont arriver et là, il y aura des papiers à interpréter. Je pense que les gens sortent des universités peut-être un peu mal équipés de ce côté-là. Il y a donc les études qui servent à pousser les médicaments. Et que se passe-t-il quand la recherche ne donne pas les résultats souhaités par les compagnies? Moi, j'ai déjà fait une expérience sur le traitement de l'anxiété où je combinais un anxiolytique et une méthode de relaxation. J'avais démontré qu'à la fin du traitement, la combinaison des deux était meilleure que l'un ou l'autre traitement seul. Par contre, arrivé dans la post-cure, à 6 mois, si le patient avait bien appris sa technique de relaxation, on pouvait enlever l'anxiolytique. J'ai écrit mon article, puis évidemment, j'avais été backé par une compagnie pharmaceutique, et ce bout-là, ils n'aimaient pas beaucoup ça, voyez-vous. Et ils voulaient me faire changer ça dans mon article. Et moi, j'ai dit non. Je l'ai donc publié pareil, mais j'ai pas besoin de vous dire que j'ai jamais eu aucune subvention de compagnie par la suite. Mais je vous dis, il y a beaucoup de négociations. Il y a des phrases qui sont discutées. Une phrase peut être discutée une semaine. Nous avons croisé sur la rue un cobaye. Il participe à des études pour des compagnies génériques. L'autre, le prochain que je fais, c'est du Losec pour les brûlements d'estomac. Avec des brûlements d'estomac? Non, j'en ai pas. Mais ils vont checker, ils vont tester l'acidité que j'ai dans l'estomac. Si j'en fais assez, ils vont me prendre pour l'étude. Même sans que j'ai des brûlements, on fait tout le temps l'acidité dans l'estomac. Alors, il y a un taux qui est acceptable pour eux autres pour l'étude. Là où le danger existe, puis est très réel, vous avez déjà un médicament sur le marché, et puis la compagnie fait une étude pour avoir une autre indication. Ou pour pouvoir le donner à des enfants, ou pour aller chercher une autre indication. C'est bon pour la schizophrénie, ils veulent essayer l'Alzheimer. Et puis là, les résultats sont négatifs, et ils ne sont jamais publiés. C'est sûr que les résultats négatifs, ça ne sort jamais. C'est enterré, puis on n'en parle plus. Vous êtes inquiet, mais vous vous dites, bon, le Canada est un pays sérieux, il protège bien ses citoyens contre des compagnies qui voudraient en passer une vite avec leurs recherches. Santé Canada ne fait pas d'études indépendantes, ne fait pas d'études cliniques comme telles. On se base sur les manufacturiers qui nous soumettent cette information-là. Vous avez bien compris, Santé Canada ne fait aucune recherche indépendante. Santé Canada se base sur les études présentées par les compagnies. Prenons un cas célèbre, le Vioxx, l'anti-inflammatoire de Merck Frost. Il y a 3 ans, la compagnie retirait ce médicament du marché. Des patients qui avaient pris du Vioxx sur une longue période avaient développé des problèmes cardiaques graves, ayant même causé la mort. Question. Quand Merck Frost a-t-elle su qu'il y avait un problème et quand a-t-elle averti les autorités? Aux États-Unis, des chercheurs affirment avoir sonné l'alarme auprès de la compagnie il y a fort longtemps. La bataille est devant les tribunaux. Vioxx n'est pas un cas unique. Des patients ayant pris du Zyprexa et du Seroquel ont lancé des recours collectifs. Les compagnies disent-elles vraiment tout et le font-elles assez vite? On voit des cas où il y a de l'information qui est générée suite à la mise en marché et que le système ne peut pas nécessairement répondre de façon adéquate à cette information-là.
Cette belle phrase, très polie, veut tout simplement dire qu'une fois que la pilule est sur le marché, que nous l'avons achetée, il n'existe aucune loi, aucun règlement pour obliger les médecins et les fabricants à rapporter tous les nouveaux effets secondaires. La chose qui nous a frappé, je vais vous dire, c'est la facilité avec laquelle on peut se procurer des médicaments. Puis je vous montre juste ce qu'on a trouvé. Je sais que vous n'aimez pas les surprises, mais je vous montre juste ce qu'on a trouvé, ce qu'on a pu acheter. Ça, on a pu commander. Puis par l'Internet. Par l'Internet, ça vient de l'Inde.